moi j'avais 15 ans, j'avais vécu mai 68, j'avais vécu une grande insurrection qui était condamnée à échouer parce que les conditions historiques n'étaient pas celles qui faisaient que le capital allait s'invalider, mais c'était celles qui faisaient que le capital allait se moderniser. Mais moi, j'ai tiré le bilan de ces années 68 et je ne les ai pas tirés, j'ai pas tiré le bilan d'un point de vue narcissique. Or, Francis, dans sa tourelle autarcique, est insatisfait. Dans mon impatience narcissique, j'ai pas eu le jouet que je voulais, le nouveau monde. Moi, j'ai compris que les conditions historiques faisaient que 68 ne pouvait être qu'un échec de la greffe sauvage radicale, parce que les conditions objectives de déstructuration du capital n'étaient pas posées. Mais je me suis incarné tout de suite dans une anti-impatience narcissique. Je me suis dit, il faut que tu comprennes pourquoi ça a échoué. Et ça a échoué parce que les conditions objectives du développement du capital, compte tenu de ce que Marx explique dans le livre 1, 2 et 3 du Capital, sur la baisse du taux de profit, faisait que le capital n'était pas en situation de s'invalider. Jamais un mode de production mondial d'aliénation ne peut s'invalider s'il n'a pas atteint un point historique précis. Alors, livre 1, livre 2, livre 3, il faudra en parler des heures et des heures, parce que c'est d'une complexité infinie. Ça renvoie aux lois objectives de la baisse du taux de profit. Le capital ne peut pas tomber à n'importe quel moment de l'histoire, il tombe à un moment donné quand les conditions de sa reproduction deviennent impossibles. Le problème, c'est comment moi, dans mes souffrances individuelles, je me positionne là-dedans. Je me positionne là-dedans en comprenant que tout ce qui me fait souffrance intérieure doit s'incarner dans une compréhension objective. L'histoire n'est pas un plat subjectif et narcissique qui est donné à Francis. C'est un plat mondial pour toute l'histoire du monde qui, du néolithique jusqu'à la fin du capital, est mise en mouvement. Donc, il y a des lois objectives. Et donc, même si aujourd'hui, je ne peux pas trouver la satisfaction de ma complétude parce que je bute sur le monde, tous les jours, je suis confronté à l'horreur capitaliste, au mensonge, au terrorisme, à la mystification capitaliste, bref, à tous les mensonges de la servilité quotidienne. Bon. Mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une puissance de jouissance en moi qui fait que même si aujourd'hui le capital n'est pas terrassable, j'ai déjà une capacité intérieure suffisamment puissante pour ne plus être prisonnier de ça. Oui, je rencontre une femme, je rencontre un homme, la forêt, les lumières, le fromage, le vin, l'histoire, le fracas, la tourmente, plein de jouissances viennent frapper à notre porte. Certes, ce n'est pas l'émancipation de la communauté humaine universelle, mais c'est déjà sublime. On peut rencontrer un quelqu'un, une quelqu'une, un groupe, un petit groupe, un moyen groupe, des expériences, des rencontres. Même au degré le plus abruti de la modernité contemporaine, il y a plein de failles qui font que plein d'êtres humains sont en insatisfaction. Donc on a plein de joies possibles. Moi j'ai un patient qui travaille au ministère de l'Éducation nationale. Il est dans les hautes sphères du contrôle, du mensonge éducationniste du capital, avec les délires de la pathologie de la représentation contemporaine de la dictature démocratique. Il pourrait se tirer une balle dans la tête parce que ce qu'il fait au quotidien est insupportable. Non, il prend une distance de radicalité, de conscience et de jouissance et il rigole de la bêtise du quotidien de la fonction sociale. Et il retourne la pesanteur glauque de l'abrutissement qui lui est imposé dans la normalisation du quotidien pour bosser et pour bouffer, et il en fait un laboratoire d'expérience qui lui permet d'avancer, non seulement dans la conscience, la compréhension, mais même la jouissance, parce qu'avec humour, il rigole du caractère totalement absurde de ce qu'on fait. Tant que la crise du capital n'a pas invalidé ce monde, tout est pourri. Et je peux regarder tout ce qui est pourri de deux manières. Ou dans une longue plainte doloriste, où je dis c'est horrible, j'en peux plus. Ou au contraire, je le prends en pleine gueule radicale et je rigole.
Si vous voulez, ma fille me disait, je ne supporte plus les infos, je regarde plus le 20h. Chaque soir, il faut regarder le 20h, parce que dans un premier temps, j'ouvre le 20h, non pas pour savoir ce qui se passe, mais pour savoir de quelle manière on veut me dissimuler ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, c'est tellement ridicule et c'est tellement lamentable que je le prends avec humour et que j'en rigole. Le type qui est complètement aliéné, quand il regarde le 20h, il croit que tout ce qu'on lui raconte est vrai. Le type moyennement aliéné, il a un tamis. Le type à moitié aliéné, il en reçoit la moitié. Et puis ainsi de suite, par seuil d'identification et de caractérisation. Plus vous êtes abruti, plus vous gobez le 20h, moins vous êtes abruti, moins vous le gobez. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à tout moment, vous êtes l'agent actif de votre émancipation et de votre accueillir. On ne peut rien vous imposer si vous décidez qu'on ne vous l'imposera pas. Moi, depuis que j'ai 15 ans, je sais que nous allons vers la révolution mondiale, vers une nouvelle communauté humaine, vers l'abolition de l'argent, vers l'abolition de l'État. Je n'ai pas la date. Je n'ai pas la date. J'ai la tendance historique. J'étais tout petit, ma grand-mère me disait, mais tu es dingue, ça n'arrivera jamais. Mais j'ai jamais changé. J'ai jamais changé. Je n'ai pas la date, mais j'ai la tendance, j'ai la compréhension historique, et je sais, à travers Marx, à travers Hegel, et à travers toutes les luttes de classe radicale, que nous y allons. C'est pas un postulat, c'est une objectivité historique qui découle du mouvement réel. Mais ça, c'est déjà gigantesque. Même si le monde ne vous plaît pas, même s'il est très laid, même si les relations humaines sont désastreuses, vous avez déjà quelque chose de sublime en vous. Vous savez que tout ce monde de mensonges est condamné à périr. Et vous savez qu'en vous, il y a une lumière de vie qui est condamnée, entre guillemets, à vivre et à vibrer. Vous êtes déjà vainqueur. Il faut vous réapproprier l'histoire de la radicalité. La Commune de Paris, les jacqueries paysannes, l'insurrection de Barcelone 37, ce n'est pas des trucs qui ont eu lieu et qui sont morts. C'est des trucs qui ont eu lieu mais qui vous parlent. Et les tracts, les insurrections, les textes, les livres, toute cette communication, c'est pas quelque part un testament de gens qui sont morts. C'est une projection, c'est un plaidoyer, c'est un patrimoine qui est en communication aujourd'hui. Les types qui sont morts sur les barricades de Barcelone en 1937, ils nous parlent aujourd'hui. Et la puissance de la sève de leur vie, elle est en nous. Elle est toujours vivante. Depuis des siècles, des hommes se sont mis debout. Ils ont rempli la fonction étymologique, analytique et historique de l'einai, de l'essai, du bout et de l'assou étymologique indo-européen, du tenir debout. Ça fait des siècles que des hommes se tiennent debout malgré la mitraille de l'oppression. Ils nous ont transmis le message du tenir debout. Mais c'est normal qu'on ait du mal à parler aux gens, parce que je veux dire, bon, si je parle aux gens, si je parle à mes voisins, je sors dans la rue, je parle à mes voisins. Ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas que j'écris des bouquins, que je suis en contestation radicalement. Bonjour, on va au marché. Je suis chez le marchand, je suis chez le maraîcher. Vous avez des bonnes carottes, du bon céleri, etc. Entre les bonnes carottes, le bon céleri, la compréhension du fétichisme de la marchandise, le mensonge terroriste mondial, la crise du capital, vous imaginez l'abîme? Là, je reçois d'un ami américain un rapport sur l'assassinat de Kennedy. Mais vous êtes dans un village en France profonde. Et sur le marché, vous dites aux gens, bah oui, il y a un bouquin qui vient de sortir, Kennedy assassiné par la CIA. Mais vous êtes un fou, un ovni. Donc, si vous voulez, c'est ce que disait Marx, en période contre-révolutionnaire, et nous sommes en période contre-révolutionnaire, la vérité est éclatée. Donc, il va falloir que la crise sociale accélère les contradictions de la déliquescence pour que les gens commencent à s'interroger. Il faut savoir adopter notre langage. Moi, quand j'ai commencé dans la critique radicale et que j'avais 15 ans, je foutais le bordel partout parce que je parlais à tout le monde de la même manière. Mais quelque part, c'était mon impatience narcissique et ça servait à rien. Celui qui peut comprendre 10, il faut lui parler 10. Celui qui peut comprendre 40, il
faut lui parler 40. Il faut adapter notre langage à l'intelligence de réception de celui à qui nous parlons. Sans ça, ça ne sert à rien. On se fait plaisir, mais on perd du temps. Donc, je parle à tout le monde en vérité. Je ne mens jamais. Je dis à tout le monde la substance profonde de la vie de l'être. Mais je m'adapte. Si A peut comprendre 5, je parle 5. Si B peut comprendre 20, je parle 20. Mais je ne mélange pas 20 et 10. Je m'adapte. Moi, j'ai des gens dans ma famille que j'aime beaucoup, mais qui sont complètement aliénés. Et ils ne cesseront d'être aliénés que quand ça pètera universellement. Ça ne sert à rien que je les secoue comme ça pour me faire plaisir. Ça ne donnera rien. J'ai une patiente qui habite Porte de Saint-Cloud. Elle prend son bouquin, elle part de la Porte de Saint-Cloud et elle traverse Paris et elle va à pied au bois de Vincennes. Et quand elle est au bois de Vincennes, elle revient à pied du bois de Vincennes vers la Porte de Saint-Cloud. Elle marche, elle s'empare de l'histoire, elle regarde la Seine, elle saisit les arbres, elle voit Notre-Dame de Paris, elle voit le Louvre, elle pense au fracas de l'histoire, elle pense à la Commune de Paris, elle s'incarne dans quelque chose qui la dépasse, elle respire la terre, le ciel, le mouvement, les pas, la joie, le jour, la nuit, le moment qui commence, la soirée qui arrive. Elle rentre le soir, elle me dit j'ai une plénitude. Même si j'ai rencontré personne, entre le bouquin, elle s'arrête sur les quais et elle bouquine. Elle bouquine la Société du spectacle, elle bouquine le Bolothène sur la Révolution espagnole, elle s'empare de l'histoire du monde et quand elle marche, c'est pas un agrégat individualiste qui déambule dans la solitude de son narcissisme. C'est une personne qui essaye de s'emparer de l'histoire et de comprendre. Et dans cette longue marche où elle fait, je ne sais pas, Porte de Saint-Cloud, bois de Vincennes, Porte de Saint-Cloud, ça doit, à mon avis, il faut au moins 4 heures de marche. Mais elle rentre le soir, elle me dit, j'ai une plénitude intérieure. Je ne suis pas sorti de moi simplement géographiquement, je suis sorti de moi historiquement. J'ai compris que je devais briser l'enfermement de cette incarcération qui m'étrangle et que je ne pouvais le faire que par une forme active de réaction. Il ne faut pas sortir 5 minutes. Je me barre toute la journée, je pense à l'histoire, je pense à toute l'histoire de l'univers, à toutes les contradictions sociales, et je me dis que ma petite histoire ne peut pas se résoudre à partir du prisme de son histoire petite. C'est l'histoire grande qui résout les histoires petites. Donc je m'empare de l'histoire mondiale et je comprends que tout ce qui m'arrive en est le produit. Et là, dans cet entre-là, dans ce gigantesque labyrinthe de fausseté et de vérité, je fais péter les lignes d'imposture. Je m'empare des lignes de certitude et j'avance dans la compréhension radicale de mon émancipation. Donc la question essentielle, c'est à quelles conditions objectives, et là on est en plein dans Hegel, c'est l'auto-négation, la négation de la négation. À quelles conditions objectives mon enfermement peut s'auto-invalider? Alors à quelles conditions le plaisir, le désir, la volupté, l'éros, la jouissance, la conscience, l'histoire, la passion? Si on est immobile, statique, plat, rampant, docile, on est mort. Si on est incendiaire, réfractaire, maximaliste, on positionne l'ardeur radicale. Et alors après, on en vient à cette situation essentielle qui est cadrée dans le manuscrit 3 des manuscrits de 44, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous des sujets humains à venir? C'est que pour exister, nous sommes condamnés à l'amour. L'amour est la condamnation de vraie vie, c'est la condamnation de vraie substance. Tant que je ne rencontre pas l'amour, je ne peux pas accomplir ma destination érotique. Marx, les manuscrits de 44, les luttes de classe radicale, il y a cette prodigieuse histoire d'amour entre Marx et Génie. Marx et Génie positionnent cette idée essentielle. Seul l'amour est révolutionnaire et seule la révolution produit l'amour vrai. Au cœur de la révolution radicale de notre émancipation, il y a l'amour comme jaillissement de vérité sensuelle. A ne peut pas contacter B parce que A et B veulent échapper à l'angoisse du monde dans la grande foule solitaire de l'aliénation mondiale. Quand Marx et Génie se rencontrent et qu'ils s'aiment, c'est parce qu'il y a un feu, parce qu'il y a une passion,
parce qu'il y a une transformation sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et s'aimer en vérité d'incarnation si on ne veut pas foutre le feu au monde. Je fous le feu à ma vie parce que je fous le feu au monde pour tout transfigurer. C'est ça la relation d'amour de Marx à Génie. Donc, il y a deux amours. Les présocratiques nous ont appris qu'en toute chose, il y a deux définitions. La vraie conscience, la fausse conscience. Le vrai beau, le faux beau. Le vrai amour, le faux amour. Donc, la vraie émancipation humaine, c'est celle du vrai amour. C'est-à-dire, c'est cette relation par laquelle un homme et une femme se rencontrent dans une vraie relation d'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'étymologie qui répond. Dans amour, il y a l'étymologie radicale des racines premières indo-européennes de Hamer, Hamher, qui signifie grandir. Autrement dit, qu'est-ce qu'aimer? C'est à chaque seconde se grandir. Je t'aime parce que je te grandis, je t'aime parce que tu me grandis. Donc, il y a l'amour vrai qui est un grandir radical d'explosion sociale, et il y a l'amour faux, c'est on colmate nos brisures, nos déchéances et nos absences parce qu'on articule deux angoisses, mais ça résout rien. Et quand on articule deux angoisses, j'ai le couple qui, au bout de 10 ans ou de 15 ans, arrive à mon bureau en me disant « Qu'est-ce qu'on se fait chier ?»